Bonjour et bienvenue dans ce cours numéro 6 du 1er décembre. Alors avant de commencer dans le cours dernier, je pense que j'ai eu un problème technique, j'avais l'image qui se figeait un peu manque de puissance de calcul sur la machine. Là je suis sur un nouvel ordinateur, j'espère que ce sera plus fluide, mais le son était bon je crois, donc c'est quand même l'essentiel. Alors, là, les fois précédentes, nous avons lancé le regard croisé sur le chômage et dans un premier paragraphe, nous avons montré que le chômage était une invention de la fin du XIXe siècle et qu'il était progressivement arrivé à s'émanciper de la notion générale de pauvreté. Ensuite, c'était le grand B que nous avions fini la fois dernière. Nous avions montré que dans la fin 19e jusqu'à la mi-20e, il y avait un mouvement d'institutionnalisation du chômage, et donc il devenait un fait social lié absolument au salariat, qu'il était devenu un objet de reconnaissance en tant que tel comme risque social, et donc pris en compte dans la protection sociale progressivement. C'était un agrégat dans les politiques économiques, une grandeur agrégée, et non plus simplement une collection d'états et de situations particulières. Et donc nous avions montré que c'était également une notion liée au plein emploi qui marquait la période, à la fois mythe, état normal, mais on l'avait expliqué, plein emploi qui historiquement était quelque chose de très daté, très particulier, plus une exception qu'une généralité, qu'un état normal. Alors, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et pour deux séances, nous allons basculer dans les années 80 et nous allons montrer qu'on assiste à un éclatement du chômage, un retour à l'individualisation des situations, une sorte de marche arrière partielle ici. Alors, les années 70 sont la bascule, c'est la fin des 30 glorieuses, c'est même la partie la plus glorieuse des 30 glorieuses. Et mi-70, vous avez la crise, qu'on appelle ainsi, alors surtout pas pétrolière, hein, ce n'est que le catalyseur, le déclencheur, et le déséquilibre essentiel, ce n'est pas le chômage. Dans les années 70, le déséquilibre essentiel, enfin dans la fin des années 70, et même un peu avant la crise, depuis la fin 60, c'est l'inflation qui monte, c'est ce problème. Et à partir de là, on va voir qu'il va y avoir une bascule, puisque dans les années 80, on va vaincre l'inflation, et le chômage va devenir, à ce moment-là, le problème essentiel. Ce chômage, ce n'était pas le problème essentiel de la fin des années 70, il était à un niveau qu'on appellerait le plein emploi aujourd'hui, si on revenait à ces valeurs. Mais pour vous donner une idée, quand le chômage a démarré dans les années 70, le système d'indemnisation en France, c'était 90% de son salaire pendant un an. Et donc, vous voyez bien qu'avec de telles conditions d'indemnisation du chômage, ce n'était pas vraiment perçu ni vécu comme un déséquilibre qui allait durer, c'était un petit accident conjoncturel, et donc on pensait que financièrement ces conditions étaient jouables, ce qui fait que nombre de personnes avec des petits revenus se sont dit finalement je serais mieux à la maison avec 90% de mon salaire pour une décote très très modeste. La situation est assez intéressante et puis on verra après quand ça ira mieux. C'est là où le pari a été assez audacieux et où également les conditions d'indemnisation se sont dégradées au fur et à mesure que le chômage s'enquistait dans nos sociétés. Alors, nous allons voir tout d'abord qu'il y a une normalisation de l'activité économique qui tend à disparaître, à être déstabilisée. C'est-à-dire que la situation que nous avions présentée à la séance dernière, donc vous vous souvenez ce visuel où j'avais essayé de décrire qu'est-ce que c'était la normalisation de l'activité autour de ces quatre grands pôles: salaire, durée du travail, stabilité de l'emploi
et protection sociale, eh bien cette situation va progressivement, non pas disparaître, mais être écornée, se détricoter partiellement sur tel bout ou tel autre, être modifiée. Et donc, c'est ce mouvement sur lequel nous allons revenir ici. Alors, cette situation dans les années 80, donc, elle se modifie en termes d'emploi donc, et de chômage, et c'est ce qu'on appelle l'arrivée des formes particulières d'emploi. Alors, les contrats à durée déterminée, qui commencent à prendre de l'importance, et cela ne va pas cesser jusqu'à aujourd'hui, et également les situations d'intérim. Alors, c'est pas l'invention, mais disons la publicité pour l'intérim au début, c'était ma secrétaire est malade ou ma secrétaire est en congé maternité, il faut la remplacer. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, l'intérim est devenu un mode d'emploi à part entière, à la fois subi par des personnes ne pouvant trouver mieux, mais également parfois choisi par des salariés qui trouvent finalement leur compte à titre donc personnel. Alors, ce qu'il faut retenir pour avoir l'ordre de grandeur, pour ne pas non plus avoir une vision démesurée de ces formes particulières d'emploi, elles progressent, elles augmentent, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de stock d'emploi, 85% des emplois sont des emplois toujours en CDI, donc je dirais à peu près avec statut normé, comme on l'a présenté dans le visuel que j'ai rappelé, et 15% de l'emploi est sous forme CDD intérim. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Disons que ça évite d'avoir l'idée que tout l'emploi serait précaire, etc. Non, c'est 15%, et dans les 15%, il y a même un emploi, disons, particulier qui est choisi et non pas subi. Donc, voilà, il faut faire attention à ne pas faire trop de morale. Par contre, en termes de flux, vous inversez, c'est-à-dire que en termes de nouveaux emplois, quand il y a des embauches, c'est dans 15% des cas en CDI et 85% des cas en CDD ou en intérim. Donc vous voyez, le 85-15, 15-85 s'inverse complètement, donc c'est facile à mémoriser si vous voulez. Et alors, ça ne veut pas dire que les 15% d'embauche en CDI restent à ce niveau-là, mais dans les 85% des CDD et intérim, il y en a bien qui se terminent à la fin comme prévu, et il y en a quand même qui se transforment en CDI, il ne faut pas quand même l'oublier. Même si pour certaines personnes, elles ne font que rouler, courir de CDD en CDD, d'intérim en intérim, et quand c'est subi, effectivement, là, c'est des situations difficiles pour se projeter dans le temps, dans l'avenir. Alors, cette montée des formes particulières de l'emploi, il faut savoir que ça prend un peu le contre-pied des 30 Glorieuses. Alors, on peut donner quelques éléments explicatifs. Depuis les années 80, si vous voulez, l'ajustement de l'économie s'est modifié. Et donc, si dans les 30 Glorieuses, l'ajustement entre la production et la production vendue se faisait par des mouvements de stock, c'est-à-dire si vous produisiez que tout ne se vendait pas, vous stockiez, et lorsque la demande serait plus importante, vous déstockiez, ou vous faisiez des promotions pour vous séparer des soldes, les voitures dans des couleurs improbables, par exemple, que vous aviez produites sans vous soucier de la demande. Voilà. Et donc, c'était en quelque sorte la variation des stocks qui ajustait les mouvements entre production qui s'écoulait sur le marché et la production qui avait été effectuée, sortie d'usine, en quelque sorte. Et dans les années 80, en fait, l'ajustement de l'économie va être marqué par le fait que le pilotage par la demande va être de plus en plus important. Les entreprises vont produire en zéro stock, donc en s'inspirant un petit peu des formules japonaises expérimentées chez Toyota dans les années fin 60 et années 70. Et donc, si vous gelez les variations de stock ou à un niveau extrêmement faible, eh bien le système a besoin de flexibilité, et cette flexibilité, malheureusement, elle s'est reportée plus exactement sur l'emploi. Et donc à ce moment-là,
c'est l'emploi qui s'ajuste par rapport à ce décalage entre production effectuée et production vendue. Alors, pas tout l'emploi qui s'ajuste, mais justement sur la partie de l'emploi qui permet ce mouvement, c'est-à-dire les CDD et l'intérim. Et donc, vous avez l'essentiel des emplois, comme on a dit 85%, qui sont un stock d'emplois quasi permanents. Il peut y avoir des licenciements, bien sûr, des restructurations, mais en fonction de la conjoncture, de l'activité qui fluctue, eh bien, vous embauchez plus en CDD ou un peu moins, vous prolongez des intérims, voilà, vous utilisez ces formes particulières d'emploi pour ajuster les effectifs de la main-d'œuvre au niveau auquel vous écoulez votre production. Et donc là, ça a changé complètement, revenant d'ailleurs en partie, pas totalement, mais revenant d'ailleurs en partie sur ce qu'on connaissait avant les 30 Glorieuses et surtout au XIXe siècle. Alors la grosse différence quand même, c'est qu'il y a un système de protection sociale, alors avec quelques failles possibles, mais enfin dans les grands pays développés, ce système de zéro stock et de pilotage par la demande fonctionne avec un système de protection sociale, alors que dans nombre de pays, la majorité, il n'y a pas le filet de sécurité de la protection sociale. Ce changement, ce glissement de l'ajustement par les stocks à l'ajustement par une partie de l'emploi, les emplois les plus précaires, disons CDD intérim, est-ce que c'est la faute aux entreprises, exploiteuses, enfin on peut trouver des thématiques comme ça. Je vous fais quand même remarquer que c'est avant tout nous, les consommateurs, qui avons demandé un tel système. Et les entreprises, finalement, elles ont suivi en y trouvant leur compte, mais elles ont suivi, c'est nous qui avons demandé. En gros, on avait assez un peu des productions standardisées des années 60, et donc les consommateurs demandaient de la diversité, et donc un système de production un peu fordiste, là, la chaîne de produits standardisés ne pouvait pas produire ceci, et donc on s'est mis à changer les façons de produire pour servir aux consommateurs du sur-mesure. Alors, on peut aussi dire qu'on a créé ces besoins, qu'on a créé l'envie de sur-mesure, mais enfin, c'est quand même une tendance de fond. Les consommateurs ne sont pas que des objets ou des êtres manipulés par la publicité et le marketing. Il y a aussi une demande de fond qui s'observe de diversité, de singularité, et alors peut-être les sociologues nous disent pour exprimer une consommation symbolique, etc. Mais voilà, il y a quand même une demande, si on réfléchit à nos modes de vie, voilà quoi, on aime bien pouvoir choisir des couleurs, des formes, des propriétés, des options, et donc il faut imaginer que pour vous servir ça, c'est du sur-mesure, et donc normalement le sur-mesure c'est hors de prix ou réservé à des gens qui peuvent justement se payer avec leurs revenus ce hors de prix. Or là, on a inventé un système qui permet du sur-mesure quasiment à des prix démocratiques. Et donc voilà, c'est peut-être plus compliqué que le fait de dire que c'est la faute aux entreprises qui nous exploitent et qui nous manipulent. Voilà. Alors, forme particulière d'emploi, CDD, intérim, qui s'explique donc par l'évolution des façons de produire. Et puis également, on avait remarqué qu'au cours du XIXe siècle, je ne sais pas si vous vous souvenez, le travail était passé du statut d'une marchandise régulée par le droit commercial, qui établissait un simple contrat de louage de service, et que ceci avait reculé progressivement au profit d'un droit spécifique, un droit du travail. Et en fait, là, en partie, tout n'a pas disparu, mais en partie, vous avez un mouvement inverse qui s'opère, c'est-à-dire que pour une partie de la population, sous l'effet de la réorganisation de la production, de l'externalisation des tâches, vous avez des personnes qui sont davantage régies par du droit commercial que par du droit du travail, pourtant pour leur activité de travail, et notamment les personnes en CDD et en intérim. Alors, on peut prendre un exemple. Si vous prenez la fonction
de faire l'entretien de bureaux. Alors, bon, c'est une grosse activité à la Défense, par exemple, à Paris, mais ça peut être aussi à Tarbes. On voit le soir ou le matin très tôt des entreprises qui sont allumées, alors non pas parce qu'elles produisent, mais parce que dedans, il y a de l'entretien, il y a le ménage, on vide les poubelles, voilà, etc. Et sur cette fonction entretien, pendant longtemps, les entreprises, elles avaient leur personnel, y compris leur personnel pour l'entretien, les agents d'entretien maison, on va dire. Et progressivement, dans les années 80, il y a eu un mouvement de recentrage des entreprises sur leur activité essentielle, sur leur cœur de métier, et donc elles ont externalisé un certain nombre de tâches qui n'étaient pas centrales dans leur cœur de métier. Alors, ça fait toute une large panoplie de tâches, mais parmi ces tâches, souvent l'entretien a été une tâche qui a été externalisée. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, vous avez une personne qui était agent d'entretien, je sais pas, dans une banque, qui faisait le ménage, et puis, alors, langage de technocrate, on l'a externalisé, ça veut dire qu'en fait, elle a été licenciée, mais souvent, elle a été embauchée, des fois immédiatement, hein, par une société qui, elle, faisait de l'entretien. Et donc notre personne, bon, on s'est dit, mais finalement, elle a changé finalement, presque pas, hein, puisqu'elle continue peut-être à faire le ménage dans le même bureau, simplement, elle a changé d'employeur. Hein, voilà. Mais alors, avec cet employeur, elle a peut-être un contrat de travail, elle a peut-être un CDI, après tout. Bon. On est dans le cas, je dirais, le plus favorable, sous condition qu'elle n'ait pas perdu d'ancienneté, d'avantages, de conditions sociales liées à l'emploi. Mais il se peut très bien aussi qu'elle ait été reprise par une société d'intérim qui la place peut-être régulièrement pour faire le ménage dans cette banque. Et à ce moment-là, eh bien, la société intérim a un contrat commercial avec la banque qui fait le ménage, et le contrat d'intérim est quand même moins intéressant pour la personne que le CDI. Je ne vais pas reprojeter le panneau là, que j'ai mis en début de séance sur la normalisation de l'activité, mais enfin, il y a nombre de chapitres en termes de protection, d'avantages sociaux, qui sont de progression de carrière qui ont disparu dans l'opération. Et donc, voilà, ces mouvements d'externalisation ont, pas toujours, mais parfois, quand ils se sont doublés de tâches réalisées sous des contrats en CDD ou en intérim, ce sont souvent des situations d'externalisation donc, qui ont contribué fortement à alimenter les CDD et l'intérim, et qui parfois nécessitaient les CDD et l'intérim pour pouvoir donc s'ajuster aux variations de la conjoncture. Et donc, ce qui se passe plus généralement, c'est que avec la montée du chômage, on s'aperçoit que il s'agit moins peut-être de protéger l'emploi par des règles juridiques et un statut, mais il s'agit peut-être davantage de protéger le travailleur. Alors, le protéger, ça dépend des pays, des situations, des époques, bien sûr, hein. Mais il y a quand même, c'est pas forcément l'abandon, hein. Mais la protection glisse de l'emploi aux salariés, hein, qui portent. Alors, dit autrement, on vise de plus en plus son employabilité individuelle tout au long de sa carrière professionnelle. Et donc ça, c'est un glissement aussi qui s'opère de plus en plus, y compris d'ailleurs pour les personnes qui ne sont pas au chômage, mais qui se généralisent comme un peu un mode de gestion aussi des ressources humaines. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs catastrophique, parce que si vos droits sont liés à votre emploi, si vous perdez votre emploi, vous perdez vos droits. Si vos droits sont attachés à la personne, eh bien finalement, si vous perdez votre emploi, comme vos droits n'y sont pas attachés, mais sont attachés à vous, vous conservez vos droits. Donc, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de diabolique qui s'installe. Alors après, le diable est souvent dans les détails, c'est-à-dire ça va dépendre comment ça va être organisé. Mais par principe, je ne pense pas qu'on puisse comment dire, jeter l'opprobre sur cette situation, ce glissement, hein, qu'on constate. Voilà, moi je le dis souvent, peut-être trop, d'ailleurs je ne fais pas de morale, j'essaie de constater, pas trop juger, essayer de regarder les choses un peu froidement. Alors vous voyez par exemple, c'est
c'est ce qu'on retrouve dans la flexi-sécurité, qui nous vient du Danemark, alors qui est peut-être un peu resté d'ailleurs, parce que ça a alimenté le débat, et puis actuellement en France, bon, on n'en parle plus. Alors peut-être aussi que c'est pas la piste miraculeuse que l'on pensait, hein, puisque les Danois aussi en reviennent un petit peu, ou la réforme, c'est-à-dire flexi-sécurité, vous voyez cette expression, ce mot valise un petit peu construit avec l'idée de flexibilité et de sécurité. Et donc, par exemple, vous voyez, au Danemark, vous avez une très faible protection de l'emploi. Donc en gros, quand des emplois disparaissent, qu'il y a des licenciements, une restructuration, ils vont pas bloquer l'usine, manifester pour défendre, je sais pas moi, des allumeurs de réverbères ou des conducteurs de voitures à cheval. Donc ils considèrent que c'est une bonne chose parce que ça évolue. Hein, peut-être qu'à la place des conducteurs de voitures à cheval et donc des cochers, on a peut-être besoin de conducteurs d'autobus ou de trams. Et donc peut-être que c'est pas utile de défendre des emplois qui sont complètement dépassés. Mais par contre, alors, ça c'est le volet qui inquiète un peu, mais par contre au Danemark, vous avez une politique de l'emploi et un suivi des individus extrêmement fort, c'est-à-dire qu'ils mettent un argent fou, pour ne pas dire un pognon de dingue, mais c'est quand même ça. Bon, l'expression est préemptée, donc on ne peut plus le dire, mais c'est quand même l'idée, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément d'argent pour le suivi des chômeurs, pour des politiques de formation, mais des vraies formations, d'accompagnement. Et vous voyez, un conseiller Pôle emploi ou l'équivalent au Danemark, il n'a pas la kyrielle de personnes à suivre, et donc il ne peut pas suivre comme en France. Il a un petit groupe de gens qui coachent en permanence, voilà. Moyennant quoi, eh bien, la perte d'emploi est moins un drame, et la personne glisse d'un emploi à un autre, et pour peu que l'entreprise dans laquelle il était prévoyante et fait de la gestion prévisionnelle de l'emploi, on peut même avoir un glissement en douceur pratiquement sans passer par la case chômage. Donc voilà, alors le problème c'est que flexi-sécurité, c'est une question d'ordre quand on fait les réformes. Alors c'est vrai, le dernier gouvernement là, a essayé de la flexi-sécurité, mais alors c'est toujours pareil, moi je ne veux pas donner de leçons, mais il me semble au niveau du tempo que si vous commencez par la partie flexi, dont les gens comprennent bien qu'ils vont perdre leur emploi, ça c'est à peu près sûr, et que vous dites mais demain on va mettre en place la sécurité, oui demain peut-être, et donc les gens se cabrent, et peut-être pas à tort d'ailleurs, hein. Alors que si on faisait peut-être de la sécu flexibilité, c'est-à-dire que si on montrait carte sur la table qu'effectivement on renforce l'accompagnement de l'emploi, qu'on divise par 10 le nombre de personnes qu'un conseiller Pôle emploi doit suivre, qu'on met en place des vraies formations et pas des formations un peu parking, là, à ce moment-là, ça objectiverait les choses, et à ce moment-là, les gens accepteraient que les emplois dépassés disparaissent sans s'épuiser à les maintenir. Donc, alors voilà, je ne veux pas leur donner des leçons, mais peut-être l'ordre quand même entre flexi et sécurité me semble important dans la réussite, surtout dans des moments ou dans des pays où la parole politique est assez démonétisée, est assez dévalorisée, où il y a de moins en moins de crédibilité. Mais ce n'est pas qu'en France, ça. Si vous regardez un peu à l'étranger, c'est compliqué. Il y a quelques pays nordiques, voilà, mais avec 3-4 pays nordiques, vous ne faites pas une planète non plus. Et donc, il ne faut pas exagérer la portée de ces pays. Mais enfin, ils montrent que c'est possible. Mais il y a une histoire, il y a un apprentissage assez long pour en arriver. Ça ne se décrète pas par un claquement de doigts, quoi. Et voilà. Donc, cette flexi-sécurité à la danoise, qui n'est pas, attention, hein, qui n'est pas l'alpha et l'oméga, mais elle est une expérience intéressante, mais dans une société marquée par l'habitude de passer des compromis, de chercher du consensus, de discuter plutôt que de s'invectiver. Voilà, c'est quand même, il y a des cultures assez différentes, quoi. Nous, ça devient dramatique d'ailleurs, hein, me semble-t-il, on est incapable de passer un compromis, quoi. Discuter, c'est que ça devient collaborer, vous voyez, aussitôt, et passer un compromis. Et donc, c'est un gros souci, à mon avis, des démocraties, qui repose sur conflit, négociation, compromis. Ce triptyque s'affaiblit
dramatiquement. Hein, et donc on le voit, et ce n'est pas lié au dernier gouvernement, hein, c'est une pente comme ça multidécennale en France, malheureusement. Ce serait que soluble dans le bulletin de vote, ben, pourquoi pas, hein, voilà. Mais là, c'est quand même une tendance de fond, si on lit un peu les gens qui font des travaux en sciences politiques là-dessus. Un deuxième exemple, pour montrer que c'est pas que négatif, c'est en France le droit individuel de formation qui est devenu le congé personnel de formation. Et donc là, vous avez un compte de temps et d'argent qui est abondé au fur et à mesure que vous travaillez et qui vous permet, après négociation à votre employeur pour des questions de temps, d'emploi du temps, etc., mais vous avez un compte où vous pouvez choisir de participer à des formations. Et le premier bilan de ce dispositif, donc, est assez intéressant puisque on voit que ça suit les personnes même si elles changent d'entreprise. Voilà, donc alors qu'avant vous auriez perdu votre emploi, vous auriez perdu votre compte épargne temps là et argent à formation, tandis que là il vous suit. Et on a vu que les gens qui se formaient, ça décollait en nombre de façon assez importante. On compte les gens qui utilisent ce dispositif. Je crois que c'est à peu près 1 million de personnes qui ont exercé ce droit, ce qui est assez très très fort. Ça concernait souvent la formation continue, ça concernait surtout ceux qui n'en avaient pas besoin, hein, c'est-à-dire les mieux formés. Et en fait, quand on regarde qui mobilise ce droit à la formation individuelle, on s'aperçoit que ça descend en gros vers les personnes les moins formées, ou les plus faiblement formées. Et donc des permis de conduire, des compétences linguistiques, hein, sont par exemple, deux chapitres de formation qui sont parmi les plus recherchés. Et donc, oui, c'est pas inintéressant. Alors, ça suffit peut-être pas à faire une politique globale, mais ça montre que ce glissement d'un emploi à statut très collectif vers des droits plus individuels, ce n'est pas forcément un enfer. Dans ce sens, ça ne veut pas dire que tous les statuts collectifs ont disparu non plus. Hein, voilà. Mais le fait qu'il y ait ce glissement, ça peut être embêtant, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant si on voit les deux exemples retenus. Alors, dans ce mouvement donc de normalisation qui est un petit peu déstabilisé, je n'ai pas dit qu'il disparaissait ou qu'il était détricoté non plus, hein, voilà, il est écorné, je crois que c'est le mot que j'ai employé. Il faut voir que à partir de là, nous c'est plutôt le chômage que nous regardons, mais vous avez compris qu'on ne peut pas le séparer de l'évolution du salariat, hein, ça c'est une idée qu'on a bien implantée, et donc corrélativement, le chômage qui avait acquis le statut mi-20e d'une catégorie globale, qui était un phénomène social global, un fait social, eh bien ce chômage, il donne une indication de plus en plus mauvaise du phénomène, de la réalité vécue par les personnes. Alors, le nombre de chômeurs, le taux de chômage en pourcentage de la population active, ne sont plus des indicateurs satisfaisants de la situation de chômage, de moins en moins. Et d'ailleurs, il me semble qu'on y fait, même dans les médias, de moins en moins attention. Alors bon, il y a le Covid, etc., mais ce rituel du nombre de chômeurs, du taux de chômage, il tend à se dissoudre, à perdre un peu le côté solennel de l'effet d'annonce régulier. Alors, ça veut dire qu'on se désintéresse du chômage, mais la grandeur globale, tout le monde a bien compris, que ce soit les citoyens, les gouvernants, le ministre du Travail, ceux qui font des études, tout le monde est à peu près implicitement ou explicitement convaincu que bon, c'est une information, mais qu'elle ne porte pas beaucoup de sens, et en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et justement, même dans les pays où il y a une situation apparemment de plein emploi, ou qui paraît favorable en termes d'emploi, eh bien même dans ces pays, le nombre de chômeurs et le taux de chômage ne sont pas des indicateurs
pertinent. Alors je ne parle pas de tripatouillage ou de triche, de manipulation des statistiques, et c'est pas du tout ça, mais c'est que même quand on applique très bien, avec rigueur statistique, ce dénombrement, eh bien, on a une information de plus en plus pauvre finalement. Alors, pourquoi? Alors, eh bien, effectivement, ce chômage qui de plus en plus a été un phénomène global, relativement homogène, il devient de plus en plus éclaté. Alors, vous avez par exemple tous les chômeurs découragés. Donc, il y a des gens qui glissent de l'activité vers le chômage, et puis ce chômage va durer. Alors, c'est un marqueur aussi des années 80, le chômage de longue durée, et puis on a inventé l'appellation de chômage. Alors, chômage de longue durée, c'est au-delà d'un an. Chômage de très longue durée, parce que pour des gens, ça s'est installé au-delà de 2 ans, donc on a inventé la catégorie, et puis on a arrêté là, parce que on allait faire quoi? Chômage de très très longue durée, de très 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 longue durée, enfin ça devenait ridicule. Et donc, en tout cas, l'allongement loin de l'activité est une catégorie, est un marqueur extrêmement important. Et donc ces gens du chômage, découragés, eh bien ils glissent vers l'inactivité, de toute façon c'est pas la peine, c'est plus la peine, et ils vont essayer de bricoler, de vivre, de récupérer un peu des subsides de l'assistance ou de la solidarité, un peu de travail au noir, voilà, essayer de bricoler, de s'en sortir, quoi. Mais ils vont même plus au rendez-vous Pôle emploi, de toute façon c'est plus pour eux, ils ont plus d'indemnisation, voilà. Donc des gens qui pourtant sont en situation qui n'exercent pas une activité professionnelle rémunérée, qui voudraient bien en exercer une, mais voilà, qui sont découragés, c'est pas la peine, voilà, donc ils essaient de fonctionner autrement. Toute la catégorie du chômage déguisé. Alors là, toujours pareil, je ne parle pas de politique où on tripatouille, voilà, pour fausser les chiffres, non. C'est des situations qui font que la catégorie chômage, eh bien, elle vole un petit peu en éclats. Il y a plein de situations qui ne sont pas solubles dans ce chômage global. Alors, ce n'est pas nouveau. C'est peut-être nouveau pour nos sociétés, mais on en avait des traces sur la planète depuis un moment. Bon, alors vous aviez par exemple l'URSS, où officiellement, politiquement, on décidait qu'il n'y avait pas de chômage. Bon, effectivement, donc on proclamait ça. Ceux qui arguaient du contraire étaient contre-révolutionnaires, donc étaient réprimés, plus ou moins sévèrement, mais en gros réprimés, puisqu'ils ne respectaient pas la parole officielle. Il n'empêche que au niveau de l'activité, si les gens se déplaçaient encore sur place sur l'usine, ben, ils n'y faisaient rien, ou alors ils ne venaient même plus, et puis ils avaient un autre petit job où ils essayaient de bricoler pour voilà, essayer d'avoir le salaire de l'entreprise où ils n'allaient pas, et puis faire autre chose à côté. Donc c'était un mode de fonctionnement dans la pénurie soviétique extrêmement massif et répandu. Et puis de toute façon, il fallait faire la queue aussi, voilà, donc on ne pouvait pas faire les deux, donc travailler et faire la queue, voilà, donc vous aviez tout un système où le chômage officiellement était proclamé absent, mais où il était massif, extrêmement massif. Au Japon, aussi c'est pas nouveau, c'est dans les choix de distribution que ça se voit. Alors ils ont tout un tas d'activités commerciales extrêmement sous-productives, des petites boutiques qui vivotent parce qu'on interdit l'implantation de grosses structures commerciales, type nos hypermarchés. Nous on est des fanatiques de l'hypermarché, c'est presque une invention française. Et alors qu'au Japon, c'est plus difficile de s'implanter, voire très très difficile. Bon, c'est du protectionnisme aussi, hein, sur l'île. Et ils ont plein de petites boutiques. Voilà, alors, la productivité est exécrable. Et donc, bon, ce sont des chômeurs déguisés, quoi, dans le fond. Hein, mais qu'on ouvre un petit peu à d'autres modes de distribution. Voilà, ils seront au chômage officiellement. Hein. Les prix baisseraient peut-être aussi, le pouvoir d'achat des Japonais s'améliorerait, mais bon, voilà. Donc au Japon, vous avez ça. Toujours au Japon, on avait parlé, c'est le retrait des femmes, c'est-à-dire que lorsqu'elles... Alors c'est même plus du chômage découragé, c'est-à-dire que lorsque la conjoncture, si elles ont une activité, et si elles perdent cet emploi, eh bien elles le vont directement sur la case inactivité sans passer par la case chômage. Donc là on est plutôt sur un trait culturel, hein, du rapport
hommes, femmes par rapport à l'emploi. C'est une construction sociale, une norme japonaise, disons, quoi. Donc il n'est pas dans les gènes, on est d'accord, hein, c'est un produit d'un héritage culturel, de fonctionnement genré du marché du travail. On pourrait dire aussi que dans nombre de pays en développement, finalement, le chômage déguisé est massif, avec tous les petits boulots, les petites boutiques où la productivité là aussi est exécrable, où on ne sait pas si les gens ont un travail ou sont chômeurs. Bon, alors il y a tout un tas de raisons, hein, bien sûr, là-dessus. C'est toute l'économie informelle également qui marque ça. Donc le chômage déguisé, c'est quelque chose d'assez bien connu. En France, bon, on va avoir un certain nombre de stagiaires. Alors je ne parle pas des stagiaires qui sont dans un cursus étudiant, stage de fin d'études ou les stages découvertes. Enfin, je ne parle pas des stages qui sont intégrés dans un cursus, mais des stagiaires qui, ben voilà quoi. À un moment donné, ils avaient revendiqué avec un masque blanc, je crois, un peu du mime, et sur leur statut, ils avaient obtenu des rémunérations minimales pour certains stages. Bon, ils avaient fait un peu parler d'eux, mais pour certains, ça devenait une activité permanente et un peu décourageante, quoi, de stage en stage, où ils faisaient finalement un boulot et où ils n'étaient pas payés ou extrêmement peu payés. Bon, donc voilà. Donc, est-ce que c'est l'État qui abuse de ceci, ou est-ce que ce sont les employeurs? Voilà, peut-être un peu les deux, ou peut-être un peu plus les employeurs dans ce cas-là. Et donc, voilà, le stage qui débouche sur quelque chose, c'est intéressant, mais qui débouche sur un autre stage, et sur un autre stage, et sur un autre stage, et encore dans le meilleur des cas, si ça roule, hein, donc c'est un peu problématique. C'est également en France la dispense de recherche d'actes de recherche d'emploi pour les travailleurs les plus âgés. Et Pôle emploi, oui, oh, finalement, c'est pas la peine, comme ça. Et donc là, on habille un peu les chiffres du chômage, mais aussi, parlons des préretraites, alors qui normalement existent moins aujourd'hui, quoique on les a réinventés un peu dans certains, d'autres noms dans certains cas, mais disons les préretraites dont on a beaucoup usé et abusé depuis les années 80, en s'étonnant d'ailleurs qu'on ait un problème après pour financer les retraites, voilà. Et donc ça a permis d'habiller des fins d'activité sans passer trop par la case chômage et en étant dans un sas entre chômage et puis retraite pour les plus âgés. Et donc certains qui ont vécu ça dramatiquement, mais je connais nombre de personnes qui attendaient avec gourmandise à la pré-retraite. Et donc ce n'était pas forcément à certaines époques un statut si peu enviable, hein, voilà. Et donc là, c'est nous qui étions demandeurs de ces situations finalement. Ça permettait, on comprend, face à une lassitude, peut-être face au travail depuis des années, bon, à ce moment-là, ben, ça peut être un échappatoire, un glissement comme ça, hein. Ça peut être aussi en France, alors pas tous, mais une partie des auto-entrepreneurs. Alors, parce que c'est un statut intéressant pour les gens qui veulent faire une sorte de brouillon d'entreprise ou de jeunes qui veulent se lancer, tester des idées en limitant les risques de casse. Mais bon, il y a quand même certains auto-entrepreneurs, voilà, ça vivote, on n'est pas loin du chômage déguisé de la petite boutique sous-productive, quoi, hein. Voilà, donc une partie des auto-entrepreneurs relèverait un peu, dans le fond, seraient peut-être des chômeurs, non pas qu'on déguise, mais quand on regarde un peu à froid leur activité, on serait peut-être pas très loin d'une activité ou un travail temps partiel ou un chômage temps partiel, ce qui est la même chose dans le miroir finalement. Aux Pays-Bas, alors j'ai essayé de prendre quelques exemples comme ça pour montrer que c'est quand même assez répandu. Aux Pays-Bas, alors des fois ils ont un peu moins de chômage, mais par contre, quand on regarde, ils ont un nombre d'invalides assez phénoménal. Et donc, en fait, là, par contre, ils habillent des nombres de chômeurs sous le statut d'invalide. Alors, ils ne sont pas plus invalides que vous et moi, hein, mais on leur verse des pensions d'invalidité, qui sont en fait des indemnisations du chômage, hein. Donc, officiellement, dans les statistiques internationales, eh bien,
les Pays-Bas passent un peu pour les bons élèves de la politique économique, etc. Alors, ouais, pour peu les débats qui soient soi-disant frugaux, bon, enfin, ce genre de bêtises quoi, sur l'endettement. Voilà, l'État n'est pas très endetté, mais les agents privés, ça donne le vertige, quoi. Et donc, ils sont pas plus frugaux que les autres, ils sont même moins frugaux, hein. Mais bon, il faut regarder l'endettement privé. Et donc, ça vous dégonfle le chômage, et les invalides, ça apparaît peu dans les grandes statistiques, c'est un peu caché. Voilà, et donc les estimations, c'est qu'à peu près entre un tiers et la moitié des bénéficiaires de pensions d'invalidité sont en fait des chômeurs déguisés. Voilà. Si on va sur le Royaume-Uni, hein, alors eux, c'est l'usage assez immodéré des temps partiels. Et donc, si vous vous souvenez du critère du chômage au sens du BIT, être sans emploi, pas même une heure, ben il suffit que vous serviez 2 heures dans un bar à Londres, et hop, vous êtes avec un emploi et vous sortez du chômage. Donc, ce qui fait que, quand vous voyez les statistiques du chômage au Royaume-Uni, apparemment, c'est le bon élève, le modèle à suivre, etc. Bon. Même les étudiants, moi, mes étudiants, qui des fois y ont cru, parce qu'ils avaient des capitales ou un truc comme ça, bon. Et ils sont partis, ben, je vais aller en vacances à Londres, je vais apprendre à parler anglais, puis je vais financer en débarquant, je vais servir dans un bar, un pub, et ça va marcher. Bon, ben, il y en a plus d'un qui sont revenus, quoi, parce qu'ils sont pas seuls, et en fait, c'est plus compliqué que ça, hein. Voilà. Mais il se trouve que pour le chômage, eh bien, si vous travaillez 2 heures dans un bar ou 3 heures dans un bar dans la semaine, eh bien, vous êtes sorti du chômage. Vous avez bien compris que c'est pas avec ça que vous allez vous loger à Londres, même modestement, hein. Et donc, si vous voulez, les emplois à temps partiel et en plus souvent très précaires qui ont été créés, si vous les transformez en équivalent temps plein, ça compense pas les destructions d'emplois, je dirais normales dans toute économie, quoi. Mais bon, ça embellit sans tricher, vous voyez, en respectant bien les critères de BIT, mais ça crée un effet de structure qui embellit les statistiques du chômage britannique. Les Britanniques, qui ne manquent pas d'idées, ont aussi créé les contrats 0 heure. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'activité, ben normalement, dans d'autres pays, disons, on va vous licencier au bout d'un moment, et vous apparaissez au chômage. Eh bien, chez les Britanniques, on va vous embaucher avec un contrat 0 heure. Pas tout le monde, bien sûr, mais il y a quand même plusieurs personnes comme ça. Et donc, on vous embauche avec un contrat 0 heure. Et s'il n'y a plus d'activité, eh bien, vous travaillez 0 heure. Bon, vous n'êtes pas payé, hein, mais vous n'êtes pas au chômage. Vous êtes lié par un contrat où il n'y a pas de travail. Un contrat de travail où il n'y a pas de travail. Voilà. Donc, inutile de vous dire que si on reversait tous les gens en contrat 0 heure dans le chômage, ça changerait là aussi la physionomie du chômage en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, le chômage déguisé, c'est malheureusement par la régulation carcérale. C'est-à-dire que vous avez le nombre d'incarcérations qui est assez vertigineux par rapport, disons, à la moyenne de pays développés similaires, mais très 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 différent, hein, un taux extrêmement important, et en fait, voilà, ils ne sont pas comptés comme chômeurs, hein. Alors ça fait pas tout, hein, mais voilà, mais ça contribue assez fortement, surtout à l'échelle d'un grand pays avec beaucoup de population, ça contribue à abaisser artificiellement le chiffre du chômage, le nombre de prisonniers n'apparaissant pas dans les objectifs de la politique économique. Donc voilà, c'est un peu comme les handicapés ou les invalides, les faux invalides des Pays-Bas. Et alors même en Allemagne, alors je vais arrêter la liste, mais même en Allemagne, qu'on nous présente souvent comme le modèle absolu qu'il faudrait imiter, etc. Alors eux, ils avaient réussi à éviter la précarité pendant un certain temps, et puis ils y ont succombé. Alors ils ont inventé les mini-jobs, voilà, dans les années 90, là, avec M. Schröder, dans les mini-jobs, c'est-à-dire à peu près 450 € par mois, donc c'est à peu près c'est un peu moins qu'un RSA personne seule, ou qu'un stage rémunéré qui durerait plus de 4 mois.
le minimum, et pour moins de 15 heures hebdomadaires de travail. Voilà. Donc, si vous avez un contrat, un mini-job, vous avez un emploi, vous n'êtes pas chômeur. S'il faut vivre en Allemagne avec 150 € par mois et que vous travaillez moins de 15 heures hebdomadaires, je ne suis pas sûr que la personne ne se perçoive pas comme chômeuse. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait continuer la liste de façon extrêmement longue, c'est-à-dire que soit par des politiques ou des pratiques d'employeurs ou des arrangements institutionnels, on a tout un chômage déguisé, alors qui n'est pas nouveau, il ne date pas des années 80, mais où il y a eu quand même certaine créativité avec la montée du chômage. Alors pas forcément dans l'esprit de le cacher, mais des fois pour essayer de bricoler des statuts, pour essayer d'aider des personnes à les remettre un pied dans l'activité. Alors là aussi, rien n'est noir, rien n'est blanc. Nombre d'études montrent que plus on reste éloigné de l'emploi, plus on a du mal à retrouver un emploi. Et donc, certains de ces petits contrats, comme on avait à une époque les TUC, les CES, etc. en France, étaient l'idée d'essayer de raccrocher tant bien que mal les personnes pour pas qu'elles s'éloignent de l'emploi, qu'elles gardent quand même un lien avec l'activité, et alors moyennant une formation qui des fois n'est pas venue, et des embauches, elles pourraient à ce moment-là repasser plus facilement dans l'emploi et éviter de sombrer dans le chômage, voire l'inactivité. Mais comme souvent, ces dispositifs ont été boiteux, donc vous voyez, on les crée, mais il n'y a pas la formation à la hauteur, les gens de travail ne sont pas formés. Voilà, ou tout simplement le contrat est mal ficelé, ne correspond pas aux besoins de l'activité économique en termes de qualification, etc. Et donc, ça devient presque des modes de gestion de l'emploi à part entière, même s'il n'y avait pas au départ d'intention de cacher ou de berner les gens. Il ne faut pas toujours voir un complot. Et n'oubliez pas qu'un complot, ça demande de l'intelligence pour être mené. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intelligence, mais à mon avis, il y a plus de complots que d'intelligence disponible. Donc des fois, il y a tout simplement des choses qui se produisent comme ça, des effets pervers, des dispositifs mal ficelés ou qui n'atteignent pas leur objectif, tout simplement. On peut se tromper, mais qu'on ne sait pas forcément éteindre et pour passer à autre chose. Alors on les laisse vivre, etc. Jusqu'au temps que ce soit absolument impossible. Voilà, donc tout ceci, vous comprenez que le chômage qui était relativement homogène, sous l'effet de nos chômeurs découragés, de tout ce chômage déguisé de différentes façons, vous avez la masse du chômage là qui deviennent, et on ne peut plus dire le chômage, il faut presque dire des chômages, ou des chômeurs, alors pas tellement en nombre, ça on a compris, mais des chômeurs au sens des types de chômeurs différents. Alors, un visuel que je vous ai préparé, j'espère que ça a bien marché là, ce petit côté dessin animé, c'est ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est un grand classique, donc le halo du chômage, un petit peu comme dans certains moments quand vous regardez le ciel, la nuit, on voit la lune. Alors des fois quand l'air fait un genre assez froid, qu'il y a, bon, pas trop de lumière bien sûr, la lune se dessine bien, les contours sont extrêmement fins, et puis à certains moments vous avez la lune qui dans d'autres configurations où on voit donc le disque ou le croissant de la lune, mais la séparation avec ce qu'on perçoit comme étant la nuit noire, si vous voulez, le ciel noir là, est moins marqué, donc il y a comme une sorte de reflet, la lumière qui se diffuse doucement et qui crée un halo, hein, voilà. Et donc cette métaphore qu'ils prennent pour parler du chômage. Et donc autour du chômage, il y aurait un halo, c'est-à-dire des situations qui autour du noyau dur du chômage viendraient s'agglomérer. Alors c'est un peu l'idée de ce qu'on a manipulé jusqu'à présent, et qui ferait qu'en fait le chômage réel serait supérieur au chômage effectif, dur au sens strict, mais sans, encore une fois, qu'il y ait une volonté nécessairement de cacher des choses ou de tripatouiller les chiffres du chômage. Alors, que je vous le projette. Alors, normalement, vous voyez le PowerPoint. Voilà, alors, ce que j'ai essayé de faire ici, donc c'est tiré, donc c'est très classique, la source est ancienne, mais il réédite son ouvrage régulièrement, et donc c'est un économiste du travail, Jacques Fraissinet, je crois, qui est mort récemment d'ailleurs, et qui a écrit
nombre de bouquins sur le chômage, à la fois de vulgarisation et de bon niveau scientifique, si vous voulez. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que la situation d'emploi, à certains moments, elle est relativement nette. Enfin, on a vu qu'au 19e, c'était déjà pas toujours très net, mais ça s'est clarifié. Également, la situation d'inactivité, et vous vous souvenez, une population, elle est occupée ou elle est inactive, dont les inactifs, ce sont les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle rémunérée et qui ne cherchent pas à en avoir une, du moins officiellement. Et puis la troisième catégorie, eh bien, c'est le chômage. Alors, en gros, alors j'ai pas voulu faire 36 animations, parce que c'était un petit peu compliqué et chronophage pour peu de choses dans le fond. En gros, il faut imaginer que ces trois disques-là que j'ai fait s'intersecter, par les 30 Glorieuses, ils étaient peut-être pas disjoints, mais ils étaient avec des intersections assez faibles. Et donc, emploi, inactivité, chômage étaient des catégories relativement claires, si vous voulez, relativement distinctes et donc relativement claires. Et avec les années 80, en fait, les disques se rapprochent et s'imbriquent un peu plus l'un dans l'autre, et ce qui crée des intersections multiples. Alors là, ce n'est pas à l'échelle, puisque les situations sont plus claires que ne le montre le graphique, mais c'est tout simplement, vous allez voir, pour pouvoir écrire 2-3 situations dans les intersections, il a fallu un peu grossir les zones ni bleu ni vert foncé, quoi. Alors, comme situation, vous voyez, entre l'emploi et le chômage, vous avez les personnes qui travaillent à temps partiel. Oui. Mais quand vous travaillez à temps partiel, sur le reste du temps, vous êtes chômeur. Alors on vous a appelé travailleur à temps partiel, mais on a très bien pu vous appeler chômeur à temps partiel. Et donc vous voyez pourquoi bien, cette situation, ceux qui subissent un temps partiel mais qui voudraient travailler plus, eh bien ils sont à l'intersection emploi-chômage. Et donc le chômage au sens strict est en vert, et la situation numéro 4, c'est bien quelque chose qui s'ajoute à ce chômage, ce qui fait un halo, qui augmente la situation, je dirais, assez standard, assez classique de la définition du chômage au sens du BIT. Certes, ils ont un emploi, mais on leur a imposé le temps partiel ou un 2/3 temps, et ils voudraient travailler plus. Mais ils n'arrivent pas à l'obtenir. Et donc, des fois, dans la grande distribution, plutôt que d'augmenter le temps des caissiers et des caissières, ils les laissent à temps partiel. Et peut-être que ça correspond aux vœux de certains, mais enfin bon, quand on discute un petit peu, ou quand on écoute, on a bien compris que c'était pas l'unanimité, et ils vont préférer embaucher quelqu'un de plus encore à temps partiel. Oui. Donc c'est des stratégies, des fois des gestions, de gestion ou de non-gestion, je ne sais pas, des ressources humaines. Vous voyez, donc à cheval entre l'emploi et le chômage, c'est les personnes travaillant en temps partiel, mais subi, involontaire, et donc on peut considérer qu'ils méritent le droit de chômeur à temps partiel, le complément de leur emploi à temps partiel. Dans ce halo du chômage aussi, on va avoir le travail clandestin, le travail au noir, et donc clandestin sous toutes ses formes. Donc là, on est sur des gens, mais à la limite, qui échappent à la nomenclature. Donc, ils n'ont pas un emploi officiellement, puisqu'il n'est pas déclaré. Ils ne sont pas inactifs dans le fond, parce qu'ils travaillent. D'accord ? Et puis, ils ne sont pas complètement chômeurs. Voilà, mais ils ne sont pas bien sûr inscrits à Pôle emploi, parce qu'ils ont des situations, donc ils vivent complètement en marge des systèmes d'emploi, d'inactivité, de chômage, donc ils sont dans la débrouille. On va pouvoir trouver aussi des travailleurs sans papier, avec des situations où ils ont un employeur, certains peuvent même des fois arriver à payer des impôts, mais on ne les considère pas comme ayant des droits, etc. Enfin, des situations... Là, c'est un peu le triangle des Bermudes de l'emploi, inactivité, chômage. Voilà. Et donc, c'est des situations encore très atypiques. C'est pas les chômeurs au sens strict du BIT, mais il peut y avoir du monde qui vient s'ajouter à la situation 4 et qui fait finalement un chômage élargi par rapport au sens strict, au sens du BIT. Si on continue l'animation, eh bien, on va trouver, alors là, on a mis carrément une flèche parce qu'il y avait beaucoup de monde, on va avoir des gens qui intersectent entre chômage et inactivité. Ils ne sont pas vraiment inactifs, ils ne sont pas vraiment chômeurs,
par contre, ils n'ont pas d'emploi. Ça, c'est à peu près la seule certitude. Donc, ça va être des gens en formation. C'est là où on va retrouver nos stagiaires. Alors, je parle de nos pseudo-stagiaires, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, mais c'est-à-dire pas les stagiaires qui sont dans un stage bien carré, qui fait partie d'un cursus avec une convention, dans une école d'ingénieur ou à l'université, vous voyez, ou en IUT, où ça fait partie où ils valident des crédits pour avoir leur diplôme. Alors, là, on est sur du stage un peu, pour parler vulgairement, un peu pipeau, parking, occupation, quoi. Et par contre, enrichissement des formateurs et des sociétés de formation, parce que là, il y a un argent fou qui passe, et notamment, une des preuves, si vous voulez, c'est qu'il y a nombre de sectes qui, quand il y a l'argent qui passe, elles se sont mises là, ça leur fait une vitrine légale, alors officiellement, elles font de la formation, mais en fait, c'est pas leur objectif, voilà. Bien, ça c'est une incidente, mais bon, c'est pour montrer qu'il y a quand même des milliards et des milliards dont le contrôle est assez olé olé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est très difficile. Les gens en situation anticipée d'activité, vous voyez, donc là on va retrouver peut-être nos pré-retraités français dont on parlait, voilà, qui sont passés, qu'on a recasés pré-retraités donc en inactivité, qu'on ne met pas au chômage, mais dans le fond, ils sont entre l'emploi et l'inactivité, ils sont 2-3 ans en pré-retraite, mais pas sans passer par la case chômage. Et puis on retrouve nos chômeurs aussi découragés, qui sont pas des chômeurs au sens strict, mais qui dans le fond sont chômeurs, mais qui sont en inactivité parce que découragés. Voyez. Donc, vous voyez, le halo 4, 5, 6 se forme autour de l'astre, je dirais, chômage au sens strict, le pôle numéro 3. Et puis, dans les intersections, alors celui-là, c'est pas forcément un drame par rapport au 4, 5, 6, ou une situation problématique du moins, c'est l'intersection emploi-inactivité avec les gens qui sont en temps réduit, en temps partiel, mais eux non subis, volontaires, par choix. Et donc, une personne qui travaille à mi-temps et qui l'a vraiment choisi comme un choix de vie, et bien à ce moment-là, bon, dans le tableau, enfin dans la figure, elle est entre emploi et inactivité, mais bon là, c'est pas vraiment dans le halo du chômage, puisqu'il n'y a aucune intention de travailler plus. Donc le halo au sens strict, ce serait vraiment 4, 5, 6. La situation 7, c'est uniquement pour terminer proprement. Voilà le schéma. Donc vous voyez ici, le chômage au sens du noyau dur du chômage, c'est la situation 3. On reprendrait pour la définir les gens qui valident à fond les 3 critères du Bureau international du travail qu'on a présenté la fois dernière. Et puis le halo, cette partie, cette clarté autour du chômage au sens strict, situation 4 plus 5 plus 6, qui va faire que, eh bien, si vous additionnez 3 plus 4 plus 5 plus 6, on arrive en fait à la notion de sous-emploi, voyez, qui a été forgée pour refléter un petit peu cette situation. Et alors après, ça dépend beaucoup des estimations, parce que comment estimer le travail clandestin, c'est toujours, comme c'est entre plusieurs mondes, c'est toujours compliqué d'avoir une estimation aussi nette, puisque c'est dans un halo, par construction, mais on a parfois des propositions où, par rapport aux chiffres durs du chômage, strict du chômage, le sous-emploi, on arrive presque à un doublement, en termes de nombre de personnes concernées. Vous voyez, donc entre 3 ou 3 plus 4 plus 5 plus 6, on passe presque de 1 à 2 en France, par exemple. D'autres, c'est un peu moins, mais enfin, ça peut aller jusqu'à de 1 à 2. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut dire que saisir la réalité du chômage amène de plus en plus à délaisser la macroéconomie du chômage, c'est-à-dire cette économie où on appréhendait le chômage comme un ensemble relativement homogène, une grandeur agrégée, et où il suffisait d'appliquer une politique sur un ensemble unique qui avait plus ou moins de succès, mais une situation à viser, une politique, tandis qu'ici, on se rend compte que les caractéristiques des chômeurs, elles sont extrêmement diverses et variées, et donc à partir de là, on glisse, quand on rentre dans l'économie du travail, de plus en plus vers des approches microéconomiques du chômage et des chômeurs, où on va essayer de s'intéresser davantage à la pluralité des situations de chômage, et où ça va amener
une complexité accrue des politiques de l'emploi qui vont essayer presque de proposer une politique par type de chômeur, par situation personnelle. Ce qui accroît la difficulté. Alors, c'est pas pour exonérer nos décideurs, nos hommes politiques, mais objectivement, la situation du chômage, tel qu'on on vient de l'analyser, est d'une extrême complexité, beaucoup plus que dans les années 50 ou 60, et les politiques de l'emploi sont des casse-têtes absolus. Alors, tant et si bien que certains disent qu'il faudrait presque ne pas en mener, dénonçant les effets pervers ou les usines à gaz qu'on monte. Bon, ça c'est notre débat politique, mais légitime. Hein. Mais en tout cas, voilà, on peut, même si on est remonté contre tel ou tel gouvernement, vous vous rendez bien compte qu'ils sont peut-être tous des incapables, ou alors que ça peut être plus compliqué que ça. Effectivement, il y a presque autant de situations que de chômeurs, j'exagère à peine. Et donc c'est là-dessus que nous poursuivrons au prochain cours qui permettra de terminer ce parcours de l'histoire de la notion de chômage, et avant que de basculer plus tard sur les analyses un peu plus théoriques et faire revenir l'histoire de la pensée économique sur le chômage, voir comment on analyse chez les penseurs cette catégorie du chômage. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. J'espère qu'au montage, on n'aura pas les effets de fixation de l'image qui étaient un peu désagréables. Et donc je vous souhaite un bon visionnage et une bonne semaine. Au revoir, au prochain cours.